début des années 50, le Cercle profite de l'engouement pour la natation dans le sillage du phénomène Alex Jani. La natation était très populaire, le Cercle était bondé, on refusait du monde. Pour voir Alex Jani, les gens défonçaient l'entrée. Au début avec Alex, dans toutes les frontières du monde entier, tout le monde le connaissait. Mais lui, il était d'une simplicité, d'une gentillesse extraordinaire. Alex Jani, il était connu dans le monde entier. Hein. Il n'y avait pas de télévision et quand on allait dans la rue, tout le monde le reconnaissait comme si c'était une vedette. Il battait beaucoup de records du monde. Il y a notamment un qui a fait grand bruit, c'était en 1951, le relais. L'équipe de France vient battre le record du monde. Alex Jani, Boiteux, Bernardo et Blioc s'attaquent en nocturne au record du monde de 4 x 200 mètres dans le bassin de Marseille. Détenu jusqu'alors par une équipe japonaise avec 8 minutes 40 secondes et 6 dixièmes, le record est magistralement amélioré de plus de 7 secondes. Les 4 Français inscrivent avec 8 minutes 33 secondes une magnifique victoire au palmarès de la natation. Alors c'était une année un peu particulière, c'était les 30 ans du Cercle, en 1951, le club célébrait ses 30 ans, donc il y avait la volonté de se montrer, la Fédération française de natation avait prévu de battre ce record du monde, c'était vraiment une grande période pour la natation française. Jusqu'en 1952 par exemple, l'équipe de France féminine bat son premier record du monde dans ce bassin-là. Une équipe de France où il y avait Odette Lusien, qui sera après membre du Cercle des nageurs. Le bassin des records et le cadre de vie marseillais vont attirer Odette et Maurice Lusien qui viennent poursuivre leur carrière internationale au Cercle. C'était des figures de natation, Odette et Maurice, alors oui. En 1954, Odette Lusien gagne la traversée des ports et finalement, avec son époux, il ne quitte plus Marseille. Quand même, elle était championne de France pendant des années du 100 mètres papillon, nage de 4 nages, c'est une grande championne. Hein. Mon épouse, c'est une nageuse de 50 et de 100 mètres. Au-delà, c'est une sprinter. Bon, elle nage peu, beau, mais très vite. Et à l'époque, dans les années 50, elle était une des plus rapides nageuses du monde. Mais il n'y avait pas de 50 mètres. Alors sur 100 mètres, c'était plus difficile. Et sur le 200 mètres papillon, elle terminait mal. Ah Maurice, alors lui, il a été champion de France, il a été recommandant de France. Ah oui, c'est un grand champion et lui c'était natation. Il était natation du matin au soir. Il était très avant-gardiste, parce qu'effectivement, c'est la première fois que les gens, je crois que c'était à Monaco, l'ont vu arriver tout rasé, crâne rasé, il dit mais qu'est-ce que c'est ce furieux? Et donc il avait compris que ça permettait de gagner quelques dixièmes de seconde. Ils avaient raison, c'est des pionniers. Le rasage, c'est absolument incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas une compétition où tous les hommes de la compétition ne sont pas rasés. Tout le monde est rasé. 100% des nageurs sont rasés en compétition internationale. C'est vraiment la petite touche qui fait que derrière, ça te permet de faire la perf, quoi. Dans le monde où tout ça se joue à 3 centièmes, tu comprends bien, 4-5 dixièmes sur un 50, 7-8 dixièmes sur un 100 mètres. C'est énorme. À partir de 1953, le nouvel entraîneur du Cercle permet à de jeunes nageurs d'Andoum, comme Henri Vidil et Robert Christophe, d'intégrer le club. Nous avions M. Garret comme entraîneur, tonton Garret. Et quand il y avait une compétition, même hors Marseille, il allait voir, par curiosité. Et ce jour-là, il y avait une compétition, un jeudi à Aix, et il a remarqué Robert qui n'a fini que 3e ce jour-là. Mais il a vu ses qualités, enfin il avait le flair, il faut dire. J'avais quand même que 15 ans. Je ne savais pas trop ce que c'était que le sport de compétition. Et puis j'avais des doutes sur mes possibilités et je suis resté chez moi à continuer à nager à la mer. En 1953, dans toutes les petites plages de Marseille, au 14 juillet, il y avait souvent des courses au canard dans la mer. Et j'avais gagné, je nageais mal, mais je nageais avec beaucoup d'énergie. Et M. Garret, il m'avait dit, petit, tu veux nager, tu veux aller à la piscine. Il m'avait expliqué de venir pour s'entraîner, puis aller nager dans une piscine. À cette époque, c'était extraordinaire. J'étais sur la corniche, le tramway passe, et là je vois Georges Garret qui me fait un grand signe à travers la vitre qui était baissée. Il est descendu en marche, il me dit on t'accompagne. Et là ils ont vu mes grands-parents, ils ont dit ne vous inquiétez pas, je prends Robert, on l'amène au Cercle des nageurs de Marseille. Là j'ai signé ma licence, et depuis j'y suis. Je suis plus un nageur de nage libre, autrement dit de crawl que de dos. Et c'est la fragilité de mes yeux, et puis aussi de l'eau de mer, qui lorsqu'elle a un peu tourné, pique, que je m'étais mis en dos pour pouvoir continuer mon entraînement. Et c'est là que, voyant que je me débrouillais pas mal en dos, il m'a demandé de continuer en dos. Et il avait un style vraiment, le style de Garret on disait. Et c'est Garret qui lui avait inculqué ce style de dos, qui était vraiment un progrès si vous voulez. Je crois que Georges Garret n'a rien changé à mon style et a essayé d'adapter une technique un peu plus élaborée au style que j'avais. J'avais un style un peu haut sur l'eau, ce qui faisait que je nageais d'une manière tout à fait différente des autres, qui étaient à plat.
Et Georges Garret a essayé de réduire, si vous voulez, le temps de passage du bras par rapport à l'attaque sur l'eau. Mais la position que j'avais, c'est une position naturelle qui me convenait. Après, il fallait quand même arriver à s'entraîner un peu plus professionnellement, donc s'entraîner aussi dans un bassin d'eau douce et l'hiver. Donc il y a eu vite, rapidement, la nécessité d'un bassin couvert. Les travaux du bassin d'hiver débutent dès 1952. Encore une fois, les membres ont mis la main à la pâte, il a fallu se cotiser. Bon là ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu creuser la roche avec des professionnels, mais tout le monde quand même a participé. Cette piscine en bas, chauffée, a été mise en eau et praticable en mars 1956. Alors jusque-là, on nageait là-dedans. Alors évidemment, il arrivait un moment où l'eau était vraiment froide. Écoutez, je vais vous dire, mais ce qu'on a fait, nos nageurs ne le feraient plus. Ils sont tellement gâtés maintenant, tellement soutenus et tout. Elle avait quand même beaucoup de mérite. D'abord comme avant elle, Biena Pellegrini, mais c'était une femme très tenace pour s'entraîner à l'époque. C'était vraiment pas facile. Quelquefois, avec son mari, monter à Aix en Vespa pour essayer de trouver de quoi s'entraîner. En Vespa pour aller nager dans une piscine de 14 mètres, très chaude, pour pouvoir s'entraîner. C'est pas possible, 14 mètres, vous poussez au mur, vous arrivez de l'autre côté. Mon mari avait installé des sandeaux accrochés, ce qui se fait maintenant, hein, quand il n'y a pas de possibilité d'avoir de la place. Et on nageait sur place. Et ça nous a servi quand même. Hein. Et en 1956, le cercle a pu enfin inaugurer le bassin qui a été baptisé bassin Jean Alezard, bassin couvert de 25 mètres. Coûte 52 millions. Mais l'entreprise en vaut la peine car nombreux seront les nageurs, garçons et filles, qui viendront pratiquer la natation dont ils étaient privés jusqu'à présent d'octobre à mai. Et plus nombreux encore seront les écoliers, impatients d'apprendre le crawl dans un bassin d'eau douce parfaitement isolé de la brise marine. Ça changeait du tout au tout, parce que là, il n'y avait plus de raison de sortir, d'aller se rincer les yeux, puisque c'était un bassin d'eau douce. Ça changeait aussi parce que nous n'avions pas la même flottabilité sur le plan technique. Entre l'eau de mer et l'eau douce, il y avait une différence. Il y a eu donc un temps d'adaptation pour nous, mais en ce qui me concerne, je crois que ça a été bénéfique. En 1956, Odette Luzien, Alex Jany et Robert Christophe participent aux Jeux Olympiques de Melbourne. En tant que sélectionné olympique du cercle, nous sommes partis à trois, Alex, Odette et moi. Ça a été la naissance d'une grande amitié, et que je conserve toujours, avec mon grand frère qui était Alex. Il avait 9 ans de plus que moi. Moi j'étais le Benjamin de l'équipe du cercle, mais aussi dans l'équipe de France. Il m'a toujours pris sous son aile, et il m'a fait connaître des tas de gens extraordinaires. J'avais 18 ans, je sortais de mon quartier des Catalans, et j'ai découvert le monde. Du fait qu'on était tellement loin, c'était surnaturel pour nous. J'ai rien fait de sensationnel, mais j'y étais. Évidemment, en 1956 à Melbourne, Odette n'a pas pu performer, mais son mari n'était pas là, il était retenu par ailleurs. En passant la ligne de l'équateur, c'est Robert qui s'est déguisé en Neptune dans l'avion, avec les moyens du bord, oui, la fourche, du coton hydrophile comme barbe, etc. Il a failli être champion olympique. Parce qu'au jeu de Melbourne, il a battu le record olympique du 100 mètres d'eau. Une grande histoire de ma vie, parce que je suis qualifié à l'époque, le minima olympique était 1 minute 6 secondes 100 mètres d'eau. Je réalise 1 minute 5 secondes 9 dixièmes. Je suis qualifié 3e français, j'arrive donc aux Jeux Olympiques, je m'aligne dans ma série, je gagne ma série et je bats le record olympique. 1 minute 4 secondes 2 dixièmes. C'était quelque chose d'extraordinaire. Puis je suis qualifié donc pour la demi-finale, je gagne ma demi-finale, meilleur temps qualificatif pour la finale. Mais tous ses concurrents, les entraîneurs, ayant vu Robert Christophe nager comme ça, ils l'ont suivi, mais ils le regardaient, ils disaient mais comment il... Et finalement, d'autres nageurs l'ont appliqué, et Robert s'est trouvé 4e. Lorsque j'y pense, je me dis, si j'avais eu les pieds sur terre à cette époque-là, mais j'étais dans les vagues, parce que j'avais déjà tout gagné pour moi. Alors, la finale du 100 mètres d'eau, je l'ai faite comme je devais la faire. J'ai malheureusement fait 4e. Si nous inversons les temps entre les séries, demi-finale et finale, je suis à ce moment-là 3e. Mais avec des si, on refait tout. Moi, j'avais déjà tout gagné, j'avais déjà fait des choses extraordinaires pour moi.
Il ne s'arrête pourtant pas là et offre au Cercle des nageurs de Marseille son premier titre international en 1958. Mon principal travail, c'était de m'entraîner. C'est ce qui m'a permis, en 1958, au cours des championnats d'Europe de Budapest, de gagner le 100 mètres d'eau. C'est lui qui a obtenu le premier titre européen. Donc c'est quand même quelqu'un qui a marqué déjà d'entrée l'histoire du cercle. Il a eu un record du monde avec l'équipe de France aussi en relais. C'était quelqu'un de très haut niveau. Mais quelquefois on aurait peut-être tendance à l'oublier parce qu'il était tellement d'une bonhomie, d'une gentillesse, d'un humour extraordinaire qu'on en aurait oublié que ça a été vraiment un grand champion avec des titres et des records. Les records se multiplient tandis que les techniques de nage ne cessent de se perfectionner. La natation moderne est en perpétuelle évolution. Ça a été ces années charnières où on a commencé à nager le dauphin en papillon. Avant, c'était la brasse papillon. Et un jour, et c'était justement, je crois, en 56, au jeu de Melbourne, où quelqu'un a nagé en dauphin. Et après, petit à petit, tout le monde s'est mis à nager en dauphin parce que ça allait plus vite. À la veille des années 60, les athlètes se préparent pour les Jeux Olympiques de Rome et l'école de natation, ouverte à tous les jeunes de 10 à 12 ans, bat son plein. Devenu propriétaire des terrains qu'il occupe, plagettes incluses, le club dispose de 2 bassins de 25 mètres et améliore ses infrastructures avec la création d'un restaurant pour le bien-être de ses membres.